Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission du Club Pantio. Le Club Pantio is back. Et bien un peu plus tardivement qu'à la normale puisque nous nous retrouvons donc ce soir mercredi, histoire d'encaisser un peu cette défaite du gym. Un grand retour ce soir, celui de d'Alric alias le god du quiz. Comment ça va Alrix? En tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir de te revoir dans le Club Pantio. Salut à tous, bonsoir Pancho. Écoute, ça me fait très plaisir de revenir. La santé est un peu délicate en ce moment, mais j'ai tenu à être là ce soir et ça me fait bien plaisir d'être de retour. Et écoute, j'espère que les prochains jours vont être bien plus positifs pour toi. Une première titularisation ce soir dans l'émission. Un homme, un supporter de Nice, expatrié, tout comme moi. J'ai nommé bien sûr Timothée. Comment ça va, Tim? Salut, salut, bah, bonsoir à tous, ça va très bien. Bah voilà, un petit peu déçu par la défaite, mais on reste le cœur rouge et noir jusqu'au bout. Non, non, ça va très bien. Il fait encore beau à Nantes, donc on en profite. C'est ça, on va profiter du beau temps dans le nord de la France alors que les sudistes se tapent un temps pourri depuis plusieurs jours. Et donc notre invité ce soir, supporter de Montpellier, Julien. Comment ça va Julien? Mais ça va très bien, Je te, merci. je te laisse un peu te présenter rapidement et présenter aussi le média MHC On Air. Voilà, donc je suis Julien, je suis supporter du MHSC depuis tout petit. Je suis rédacteur au sein de mhsconair.com, voilà, qui est un site internet qui va traiter de l'actualité du MHSC, que ce soit pour l'équipe première, l'équipe réserve, les féminines et les jeunes. Voilà, et je suis ravi d'être avec vous Eh pour ben, débattre aujourd'hui. écoute, plaisir partagé en tout cas, mon cher Julien. Avant de s'attaquer au match et aux performances des joueurs, donc rappel un peu sur le résultat naturellement, hein, puisque le match s'étant déroulé dimanche après-midi, donc le gym a perdu. Première défaite à domicile pour Nice, première victoire à l'extérieur pour Montpellier, c'était un peu le match des premières. Avant qu'on s'attaque au match, on va parler d'un joueur et de l'actualité un peu de l'OGC Nice, puisque Casper Dolberg a annoncé au travers d'un post Instagram, il me semble, qu'il était donc atteint du diabète de type 1, qui explique justement son absence ces dernières semaines du groupe. Apparemment, j'ai fait mes petites recherches, hein, parce que je suis zéro en médecine. Ça ne va pas compromettre sa carrière. Le traitement médical est facilement adaptable. Reste que, euh, les justifications et tout le bashing qu'il y a eu ces dernières semaines sur Dolberg, dont j'ai un peu fait partie, au moins là, on a une explication avec. Déjà, c'est une bonne chose de savoir, d'avoir une explication justement par rapport à sa méforme de ces dernières semaines. Ça explique beaucoup de choses. Ça remet en cause aussi tout ce qu'on a pu lire, notamment sur sa prétendue faiblesse mentale. En fait, tu te rends compte que non, il a absolument pas un mental faible. Bien au contraire, il a su garder ça pour lui. Il s'est jamais plaint. Depuis qu'il était à l'OGC Nice, c'est un joueur qui s'est jamais plaint, alors que si on se souvient bien, première saison, il marque des buts sans jamais toucher une bille dans un match parce qu'on ne peut jamais lui passer la balle. Deuxième saison, il a deux fois le Covid, il se fait cambrioler deux fois. Enfin, franchement, il a que des merdes. Et là, troisième saison, il démarre en trombe. Il arrive à retrouver le niveau qu'est le sien, puis bam, il apprend qu'il est atteint du diabète. Donc forcément, moi, je suis admiratif de sa force mentale, je suis admiratif de tout ça. Et encore, le gars, il est prêt à revenir, il est prêt à rejouer au foot, il est prêt à montrer qu'il est au top niveau. Et il va prendre les 15 jours justement de la trêve internationale pour s'entraîner avec nous. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et moi, je suis presque un amoureux de Casper Dolberg parce que c'est un Scandinave, parce que c'est un super joueur, parce que beaucoup de choses. Et j'espère justement qu'il pourra se refondre dans le collectif niçois et nous apporter tout ce dont on a besoin offensivement et même dans l'esprit de revanche. J'en profite parce que j'ai oublié de le faire, de saluer donc les personnes présentes sur le chat et de remercier Skito pour ton abonnement, ton quatrième mois à la chaîne. Tim, justement, par rapport
à Dolberg, on peut considérer que la situation, on va dire, actuelle et médicale justifie amplement le rendement ces dernières semaines du joueur. Ouais, c'est ça. Comme l'a bien dit Alric, tous les supporters attendent beaucoup d'un joueur avec autant de talent. Et donc, quand c'est vrai qu'on ne le voit pas performer comme on l'attendrait d'un joueur de son potentiel, on jase un petit peu, on se demande ce qui se passe. Alors oui, on mettait ça un petit peu l'année dernière sur le dos du la Covid. Est-ce que c'est vraiment le cas? Même, il y avait même des spéculations. Voilà. Euh, Là, en l'occurrence, c'est vrai que d'avoir été éclairci sur via cette information sur sa situation, bah voilà, on est tous alors rassurés parce que c'est dû à un problème maintenant qui est identifié entre guillemets. Après rassurés, c'est quand même ça reste voilà une maladie qu'il va falloir traiter en espérant qu'il saura la combattre au mieux et qui est très revenir à son contraignant. meilleur niveau. Ouais, qui est très compréhensible, tout C'est à une fait. maladie qui est très contraignante malgré tout. Donc, Tout à fait. il sera bien entouré pour ça et c'est une bonne chose. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 bah, je t'en prie. Non, mais c'est ça, c'est vrai que Nice, c'est un club qui est assez solidaire et on a toujours pris soin, je crois, hein, dans le staff voilà, de nos joueurs, mais même les joueurs s'investissent aussi dans les partenariats, dans les assos, et c'est vrai que c'est un club assez familial, et donc on ne laissera pas tomber un joueur quel qu'il soit, et surtout pas Casper qui, on le sait, est très important pour Nice, et espérons qu'on va aussi pouvoir lui rendre ce qu'il essaie de nous apporter, savoir un soutien, surtout dans cette période-là, où, comme l'a dit Alric aussi, il a vécu pas mal de galères depuis qu'il est à Nice. Donc non, non, nous, enfin, en tout cas moi en tant que supporter, je suis à fond derrière lui et je souhaite qu'une chose, c'est qu'il aille mieux rapidement voilà, qu'il nous fasse rêver encore. C'est vrai que ça force un peu le respect. Toi, Julien, en tant que supporter de Montpellier, euh, donc une vue un peu plus extérieure, comment t'as reçu un peu cette information-là? Quel est ton avis par rapport justement à la situation de Dolberg? C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris. Voilà. Bon, je ne suis pas forcément ses performances sur les dernières semaines, mais ça m'a surpris voilà, d'apprendre ça. C'est un coup dur pour lui. Après, voilà, il faut lui souhaiter beaucoup de courage pour qu'il puisse, voilà, pour qu'il puisse surmonter ça et arriver à retrouver son niveau d'avant et ses performances voilà, de finisseur assez impressionnantes. Voilà, c'est un joueur que j'ai trouvé assez voilà, un peu discret dans les matchs, mais quand il y avait un ballon dans la surface, c'était quand même, ça fait partie de la catégorie des renards de surface. C'est ça, c'est vrai. Après, justement, si tu me permets, Pancho, pour ajouter un petit truc par rapport à ce que vient de dire Julien, qui est très important, je pense, c'est que Kasper Dolberg, justement, c'est un finisseur. C'est un joueur qui, comme beaucoup d'anciens grands attaquants, je pense à Trezeguet, je pense à Inzaghi, sont des joueurs qui font pas des courses folles dans les matchs, qui sont nés dans la surface et qui y restent. Il faut les abreuver de ballon. Et je pense que le gros problème aujourd'hui aussi de Kasper Dolberg, c'est ça qui peut donner un peu l'impression, justement, qui ne fait rien sur le terrain. C'est pas qu'il fait rien, c'est juste qu'on ne sait pas l'utiliser correctement. C'est un joueur qu'il faut gaver de ballons dans la surface. Et on ne le fait pas. Parce que Galtier demande à ce que ses joueurs aient beaucoup d'activités, parce que Andy Delors a beaucoup d'activités, parce que Gray a beaucoup d'activités. Et je pense que on n'arrive pas encore à mesurer l'importance d'un joueur comme Casper Dolberg en tant que finisseur. Il suffit de voir les 3-4 buts qu'il a marqués. Je prends aussi celui de Marseille parce qu'il est important dans ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler de la manière dont il a marqué tous ses buts. Il les a marqués dans la surface, que ce soit un rebond après une balle perdue ou un ballon de la tête mal dégagé, un ballon dans la poitrine, un ballon rentré de la poitrine parce que bon Ouais. centre. C'est que des buts comme ça, Casper Dolberg, et ça ne sera jamais autre chose. Il marquera jamais du milieu de terrain ou très rarement. Non, c'est vraiment un finisseur, un renard des surfaces. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans le football moderne aujourd'hui, c'est le type d'attaquant que les jeunes supporters, si je puis dire, ne connaissent pas parce qu'il n'y a plus vraiment cette Hmm. culture du renard des surfaces pur. Tous ces grands joueurs sont tous ceux que je citais sont partis à la retraite. Et donc forcément, quand on explique que Dolberg il est pas mauvais, c'est juste qu'il faut lui donner le ballon dans la surface. Forcément, comme le football évolue et peut-être la culture qu'on en a évolue aussi, ça peut en choquer quelques-uns. Et pourtant, ouais, je reste persuadé que c'est pas un mauvais joueur, Casper Dolberg, très loin de là. Il faut juste savoir l'utiliser correctement. Et ça m'amène à me poser la question, peut-être qu'on aura dans l'émission plus tard. Est-ce qu'il est vraiment Galtier compatible dans ce sens-là où
il n'a pas d'activité mirobolante. Et est-ce qu'il peut vraiment s'intégrer dans ce 4-4-2 de Christo Celtics? C'est une vraie question que je pose ce soir. Moi, je suis convaincu que oui, parce qu'autour de lui, il a quand même des joueurs qui font beaucoup d'activités. Mais c'est une vraie question qu'on peut se poser et qu'on sera amené à se poser peut-être ce soir. Ben, juste pour compléter, hein, je suis d'accord enfin, complètement avec ce que tu dis, Alric, et je pense que même en parlant de Galtier, même en prenant avant Galtier, parce que comme tu l'as très bien dit, Casper, c'est un joueur qu'il faut utiliser. D'ailleurs, il est très bon dos au but, en fait, il a une bonne capacité de conservation de balle, de relayeur aussi. Et en fait, malheureusement, un Oui, mais il joueur comme décrochera ça, jamais. Il et oui, décrochera jamais. tout à Il fait, sauf qu'un restera joueur, toujours aux abords de son match. c'est vrai. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que depuis qu'il est là, je trouve qu'on joue pas pour lui. Un joueur comme ça, comme tu le dis très bien, il faut lui mettre des ballons. Et en fait, j'ai l'impression que Nice, depuis qu'il est arrivé, on l'utilise pas. On lui donne pas assez de ballons. En fait, comme tu le dis très bien, une fois qu'il a le ballon dans la surface, il est décisif. C'est un joueur qui peut vraiment, voilà, c'est un tueur, hein, pour dire les choses. Et je trouve que globalement, depuis qu'il est à Nice, on lui donne pas assez de ballons, tout simplement. Bon. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je Après, suis on n'a tout à peut-être fait pas d'accord avec ça. les joueurs pour lui donner aussi des ballons. Parce que je pense à l'époque où on avait, je sais pas moi, un Seri, un Belanda ou autre, des joueurs qui voilà, pouvaient faire des très bonnes passes. Est-ce qu'aujourd'hui aussi on a ce genre de profil qui est en capacité de lui donner des ballons comme il les attend? Je sais pas. Après. Mais... C'est une vraie. On les a, mais ils sont blessés malheureusement. On les a, mais ils sont blessés. C'est des joueurs typiques comme Kluivert et Stangs. Ce sont des joueurs qui sont des créateurs, qui ont une faculté de faire des vraies passes dans la surface, notamment Calvin Stangs. On l'a déjà vu, on sait qu'il a cette C'est vrai. capacité. Maintenant, je pense qu'ils n'arrivent pas tous à se compléter. Et j'espère, très honnêtement, j'espère que ça viendra un peu plus vite, là, parce que on a quand même perdu pas mal de temps et lui, il a quand même beaucoup de retard à rattraper malgré tout. Mm. Je vous rejoins sur toute la ligne, les gars. Je pense que on est tous d'accord pour dire que Dolberg, c'est un tueur, c'est un excellent joueur et on ne s'imagine pas la chance qu'on a à Nice d'avoir un numéro 9 comme ça, hein. Avec toutes les pompes qu'on s'est tapées depuis plusieurs années devant, hein. Il y a quand même quelques années, nos attaquants, c'était Mamadou Bagayoko, c'était Eric Moulungi et c'était Franck Djadjedje. Et c'était une réalité. Donc aujourd'hui, on a quand même du Casper Dolberg. Euh, Par rapport à la question que tu poses, Alric, c'était de toute façon, j'allais vous amener là-dessus. Est-ce qu'il est Galtier compatible? Sur le début de saison, oui, complètement. Parce que les buts, il les a mis, il faisait les courses, il demandait, il avait cette débauche d'énergie demandée par le coach. Donc je pense fondamentalement que oui. Mais dans son profil, naturellement, c'est pas le style de jeu qui lui convient, je pense. Euh, à deux devant, pourquoi pas, mais c'est quand même un mec qui effectivement a besoin d'avoir des occasions, a besoin d'être abreuvé de ballons. Et le problème aujourd'hui, c'est que les milieux de terrain, t'as des mecs comme Lemina et Rosario qui sont très bons. Thuram aussi, c'est très bon. Mais ça manque de finesse technique, ça manque de qualité de passe pour justement enfin, donner des ballons à Dolberg, Alric. Alors, quand tu dis qu'on a des joueurs qui manquent de finesse technique, c'est peut-être un peu les restes du match de Montpellier qui te font dire ça. Effectivement, dans ce match contre Montpellier, alors je déborde un petit peu, on y reviendra, mais on a manqué de justesse technique énormément. Des joueurs qui sont capables de faire des belles courses vers l'avant et de distribuer des ballons comme Thuram et tout ça, on a vraiment manqué de ça et ça nous a empêché de nous créer un bon nombre d'occasions. Après, je suis un peu moins d'accord pour dire que concrètement, on a des joueurs qui manquent de justesse technique. Je pense que les joueurs qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup qui sont expérimentés, je pense à Lemina, je pense à Rosario, à ce milieu de terrain justement qui amène d'autres comme Kefren Turam à prendre un peu plus de liberté. Je pense qu'on a ces joueurs qui peuvent donner des ballons. Après, effectivement, on n'a pas nos ailiers titulaires qui sont prévus, c'est-à-dire que Kluivert et Stanks, on les a jamais vus enchaîner des matchs. Je pense que c'est ce qui fait défaut dans notre jeu en termes d'animation offensive, mais je pense qu'on a, dans l'effectif en tout cas, les joueurs pour gaver de ballon un Casper Dolberg. Et ce que je trouve intéressant aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on a quand même quatre profils différents en termes d'attaquants. On a un Casper Dolberg qui est un renard des surfaces, buteur, point final. Amin Gouiri qui est pas vraiment un neuf, mais qui peut être un neuf, mais qui fait beaucoup de passes et qui peut jouer à moitié 10, à moitié 9, à moitié milieu gauche. Enfin, il est ultra complet. On a Andy Delors qui est un buteur, mais un buteur beaucoup plus complet que Casper Dolberg dans le sens où il fait aussi beaucoup de courses.
et il est aussi très passeur. Et on a Evan Guessant qui, de par son physique, est certainement un peu dans le même profil que Andy Delors, mais qui lui en plus est très grand, très costaud et peut faire jouer son jeu aérien. Donc on a vraiment une palette d'attaquants, et c'est des problèmes de riches hein, quand je dis ça, mais on a une palette d'attaquants assez complète et je pense qu'on est en mesure avec l'effectif qu'on a, si court puisse-t-il être en termes de peut-être de profondeur de banc, mais je pense qu'on a quand même l'effectif pour pouvoir amener Casper Dolberg à s'épanouir dans le jeu. Il suffit juste qu'on arrête de lui dire fais des courses. Non, reste dans la surface, reste aux 20 mètres maximum, attends le ballon, il arrivera, t'inquiète pas. Ouais, mais du coup, tu remets en cause l'organisation même de Galtier. Pas forcément, pas forcément. À partir du moment où tu essaies d'expliquer aux garçons qu'il faut qu'ils essaient peut-être de moins faire d'exploits individuels et jouer un peu plus collectif, je suis convaincu que Casper Dolberg, s'il reste planté dans la surface, Andy Delors, Amine Gouiri, Kefren Turam et autres, ils sont capables de lui donner les ballons pour qu'il marque des buts. Je suis convaincu. Et même, je pense même à des mecs comme Melvin Barr ou Jordan Lotomba ou Youssef Attal. S'ils savent que dans la surface, il y a Casper Dolberg, ils sauront lui donner le ballon, c'est sûr. Le problème, c'est que Casper Dolberg n'est pas toujours dans la surface. Et c'est ça qui fait qu'il n'a pas d'occasion. C'est un mec qui doit y rester dans la surface, ou aux abords en tout cas. Et il n'y est pas tout le temps, malheureusement. À force de faire des courses, des retours défensifs, excusez-moi, je parle beaucoup, mais bah, voilà, c'est ce que je pense de son profil en tout cas. Et de notre jeu par rapport à son profil. Ça va être intéressant de voir justement les bienfaits de la grosse préparation là, qui va faire pendant les 15 prochains jours. Je pense que ça tombe à pic et c'est bien qu'il ne soit pas en sélection pour justement pouvoir enchaîner et retrouver un peu la confiance perdue des dernières semaines. On referme la parenthèse sur Dolberg. Je vous propose qu'on aborde un peu un joueur qui, euh, qui, qui est parti récemment de Montpellier, qui est parti un peu dans des conditions, on va dire, dramatiques pour les supporters. Euh, donc Julien, comme je t'avais dit hier quand on s'est eu, on en a beaucoup parlé. Tu m'en as aussi un peu parlé hier soir. Est-ce que toi, comment t'as senti ce match par rapport à votre ancien capitaine, hein, Andy Delors, qui a été bon, un capitaine éphémère l'année dernière pendant l'absence les non-titularisations de Hilton. Mais toi, comment tu l'as appréhendé donc ce retour de Delors contre Montpellier? C'était un petit peu pour l'ensemble des supporters. Voilà. Il fallait pas, surtout pas perdre sur un but de Delors, parce que beaucoup de supporters se sont sentis trahis par son départ à 3 jours de la fin du mercato. Donc c'était vraiment, voilà, je crois que l'effet surtout pas perdre sur un but de Delors, c'était le pire scénario qui aurait pu arriver aux supporters payadins. Voilà, c'était étant donné le départ assez tumultueux. Et donc là, quelques semaines plus tard, est-ce que du coup, pour toi et pour les supporters, la pilule est passée ou c'est toujours un peu trop frais? Non, la pilule n'est pas du tout passée pour les supporters. Ça a été très mal vécu. Ça l'est encore. Il est considéré comme un traître. Mais c'est surtout, après, on peut très bien comprendre les envies de départ d'un joueur. Un projet très ambitieux à Nice ben voilà, avec des super attaquants comme Dolberg, un changement de coach, des jeunes prometteurs qui arrivent comme Stengs ou comme Kluivert. Donc on peut comprendre qu'il a envie d'un autre projet, qu'il veut essayer d'aller dans une équipe ambitieuse. Ce qui a été très très mal vécu, c'est voilà, toutes ces 2, 3 dernières saisons où Andy Delors clamait son amour pour la paillade, Montpellier son club de cœur. On lui avait donné le vice-capitanat qui était au départ la propriété de Daniel Congré. Donc ça a été donné à Andy Delors euh, l'année dernière et donc il a profité des absences de Gilton pour tout ce qui était suspension notamment et puis pour être le capitaine de Montpellier. Il a fait le malin dans les journaux en disant on m'a donné, Montpellier me donne le brassard, c'est pour que je reste, etc. Et même nous, très récemment, pendant la période des matchs amicaux, on a eu la chance avec MHSC Honner d'être invité par le club pour pouvoir couvrir les matchs amicaux.
et on était plusieurs à pouvoir, avec d'autres sites de supporters, pour l'interviewer. Et quand il y a eu la question fatidique, vas-tu rester à Montpellier cette saison? On a eu droit à un bien sûr, avec un grand sourire et un clin d'œil. Donc voilà, tout ça, ça a fait le tour des réseaux, ça a alimenté aussi la déception. Et voilà, c'est vrai que quand un joueur nous dit je vais rester, je suis dans mon club de cœur, je veux être le capitaine, et que dès qu'il y a une proposition un peu alléchante, ben, s'en va. Voilà, c'est ce côté-là qui a été très mal vécu par les supporters et par le président et d'autres personnes dans le staff. Ouais, je pense que c'est assez juste, hein. Ça vous aurait, je pense, fait plus mal que nous si on avait perdu sur un but de Valère Germain, je pense, parce que Oui. avec les déclarations qu'il a eues, le petit Germain, après Nice-Marseille, il n'était pas forcé de rajouter son grain de sel. Euh, un petit commentaire, Tim ou Alric, sur Delors. Ouais, bien sûr. Bah, Delors, Vas-y, effectivement, hein, vas-y, Ah, vas-y. pardon, Alric, excuse-moi. Ouais, ouais. Bah, Delors, c'est vrai Non, que vas-y, oui, vas-y, vas-y, vas-y. il commence la saison avec Montpellier, il marque, je crois, 2 buts en plus, hein. C'est un joueur qui est en forme, qui, évidemment, quand on sait qu'il y a eu beaucoup déjà de mouvements au mercato, et bah, quand on sait que lui aussi part en plus, bah, c'est évidemment un coup de poignard dans le dos, un peu, hein, j'imagine, hein, pour les supporters montpelliérains. Je pense, comme tout supporter qui voit un bon attaquant qui est en forme et qui marque partir, dans tous les cas, ça fait toujours mal. Euh, Nous, évidemment, en tant que Niçois, on est content d'accueillir un joueur qui a ce talent-là, bien sûr, hein, avec un profil comme le sien, qui est bon un peu dans plein de domaines, finalement, de la tête, il a un voilà, physique, etc. Je ne vais pas refaire le profil du joueur, mais voilà, on connaît tous ses talents. Et donc nous, évidemment, en tant que supporters, bah, on est ravis de l'accueillir. Après, je comprends évidemment, hein, la frustration montpelliéraine. Et d'ailleurs, quand Julien pardon, disait que un but de Delors, ça aurait vraiment fait mal, justement, une victoire de Nice sur un but de Delors, quand je le revois le tenter un ciseau acrobatique vers la 75e, je crois, je me dis que ouais, là, c'était peut-être ouais, la- ça aurait été compliqué, j'en conviens. Mais en tout cas, voilà, bon, bah, c'est vrai que nous, en tout cas, en tant que Niçois, bah, bienvenue Andy, parce que tu es un monstre. Voilà. Tiens monstre, on dit. Alric, un petit mot sur Delors. Ouais, un petit mot. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec Julien quand il parle presque de traîtrise et le fait qu'ils aient très mal vécu le fait qu'Andy Delors s'en aille. Parce qu'on avait eu déjà dans une autre émission un autre supporter montpelliérain qui avait expliqué que toutes ces déclarations, bah, en fait, c'était que du vent finalement, puisqu'il est parti. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Et après, d'un point de vue supporter niçois, moi je sais que quand on a annoncé Andy Delors à l'OGC Nice, j'étais content pour le joueur qu'il est. Je comprenais pas l'intérêt, mais je me disais ok, pourquoi pas. Mais je comprenais pas l'intérêt parce que j'y voyais un profil similaire à celui de Dolberg. Et je me disais, ils vont se marcher dessus, ça va être une catastrophe. Après, force est de constater que bah, c'est un super joueur, c'est un super attaquant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est déjà sur des bases où il est déjà à 5 buts chez nous. Enfin, très honnêtement, s'il finit pas à 15 buts cette saison, c'est qu'il y a un problème. Après, d'un point de vue un peu moins sportif, je pense qu'il a des gros problèmes de communication, ce garçon. Parce que ce qu'il a dit aux supporters montpelliérains pour ensuite ben, faire l'inverse, c'est un peu ce qu'il a, ça me fait penser un peu à ce qu'il a dit concernant la sélection algérienne avec Jamal Belmadi. C'est bon, bah alors les gars, pendant un an, je me repose et puis dans un an, je reviens. Sauf que dans un an, il y a la Coupe du Monde. Hmm. Et tu crois quoi? Tu crois qu'on va te faire revenir parce que tu l'as décidé? Non, non. C'est pas toi qui décide, c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que tout footballeur, tout très bon footballeur qu'il est, il a un gros souci de communication. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il a une réputation qui est un peu moyenne. Et c'est aussi un peu ça, je pense, indirectement, qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur son arrivée à l'OGC Nice. Après, comme l'a dit Tim tout à l'heure, cette retournée acrobatique qui est contrée de manière miraculeuse de la tête. Honnêtement, si elle rentre, il rentre au Panthéon de l'OGC Nice sans discuter. Surtout qu'elle partait bien en plus, hein. Elle partait extrêmement bien. Puis c'est typiquement ce genre d'attaquant qui va tenter des gestes comme ça. C'est des attaquants dont il nous manquait à l'OGC Nice. Honnêtement, si elle finit dans la lucarne et qu'on gagne sur ce geste-là, il est au Panthéon, on lui fait un chant, on lui fait une statue, il n'y a pas de problème. Mais bon, en dehors de ça, en dehors de cette blague,
en dehors de la blague, je pense que je peux comprendre pourquoi il y a des clubs et des joueurs des supporters qui ont du mal avec ce joueur. C'est parce que c'est un super footballeur, mais à côté, il y a des choses qui vont pas, quoi. Et attention lorsqu'il s'agira un jour peut-être de quitter l'OGC Nice, hein. On n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une dinguerie comme il a fait à Montpellier, comme il a fait un peu à Toulouse. Ouais, enfin après, comme- il est pas de la région, il a une attache beaucoup moins forte. Je veux dire, il est né à Sète c'est pas très loin de Montpellier, donc il est de la région, et donc tout ce qu'il disait avait du sens. Aujourd'hui, il est là pour presque, je dirais, presque finir sa carrière, si je puis dire. Ou alors tenter vraiment le dernier gros projet de sa carrière. Si demain il s'en va en ayant déclaré son amour et puis qu'il décide de la faire à l'envers, je vais te dire, on a déjà l'expérience du fait qu'il est fait à Montpellier, donc déjà ça nous touchera moins. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me touchera moins. Et puis, je serais peut-être plus touché, j'ai peut-être été plus touché, par exemple, par l'attitude déplorable d'un Balotelli qu'on a remis en selle, Ouais, j'y pensais, ouais. qui a fait meilleures statistiques, ses meilleures saisons de carrière à l'OGC Nice et qui est parti comme un malpropre parce que En Marseille c'était cours fou, de parce que saison. Marseille Mm. ça joue à Coupe d'Europe, voilà, donc après 2 saisons de très haut niveau, quoi. Mm. Donc tu vois, si Delors fait la même chose, je crois que je m'en foutrais un peu, quoi. Ça fait partie du personnage. Tu Ouais, parlais oui. de Panthéon. Tu disais, s'il met le ciseau, il sera au Panthéon de l'OGC Nice. Oui, Ben, c'est une à blague, hein, c'est Montpellier, une blague, hein, surtout, hein. je sais bien, mais je te prends l'image parce qu'à Montpellier, il avait tout pour pour devenir pas une des légendes du club, mais un des joueurs phares de l'histoire du club. Parce que justement, c'est toi, donc un Hérolté, voilà, très proche de Montpellier, quelqu'un qui était allé voir les matchs, qui aimait le club, qui avait fait de bonnes saisons, parce qu'il tournait quand même entre 10 et 15 buts, plus un bon nombre de passes décisives depuis qu'il était arrivé. Donc il avait justement voilà, de quoi être un capitaine du coin, un joueur emblématique, un attaquant qui marque des buts. Et c'est vrai que là où les supporters reconnaîtront quand même que ben, les saisons qu'il a faites chez nous, il a mouillé le maillot, il a mis des buts, il a fait des passes décisives, il a été bon, pas sur 100% des matchs évidemment, mais le constat global, c'est qu'il a été un des meilleurs joueurs sur les dernières années, sur les 3 années pendant lesquelles il a joué chez nous. Donc, ouais, il avait de quoi, en fait, faire quelque chose de sympa, comme d'autres ont pu le faire, comme Milton, par exemple, comme Bruno Carotti à son époque, qui est maintenant le directeur sportif, Ouais, c'est loin, ça. Bruno Carotti, c'est loin. ouais, ça remonte. Mais voilà, il y a eu des joueurs Ça remonte un peu, ouais. qui auront marqué le club. Il aurait pu en faire partie. Et voilà, il a fait un choix voilà, qui fait que ce ne sera pas quelqu'un qui sera gardé comme dans la dizaine de joueurs ou la quinzaine de joueurs phares du club. Ce qui est gênant aussi par rapport à Delors, c'est que à Montpellier, il a réussi quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire depuis le début de sa carrière, c'est gagner en régularité. C'est-à-dire que il a fait quelques bonnes saisons par-ci par-là, mais il n'a pas réussi à enchaîner. Là, il fait quand même 3 saisons pleines, complètes, et puis il part de cette manière. Bon, c'est regrettable pour Montpellier, et je suis d'accord pour dire que sportivement, on récupère quand même l'un des meilleurs attaquants du championnat, c'est évident. Mais l'homme et la manière de faire et la communication, comme vous disiez tout à l'heure, ne sont pas forcément les meilleures armes qu'il peut avoir. Messieurs, je vous invite à... Eh bien, C'est pas un pro de la communication. ah, mais ça, oui, il paraît un peu... En plus, il est pas très bien entouré à ce niveau-là. Ouais, ça... c'est sûr. Je veux dire, le mec, il est quand même parti de Montpellier en disant qu'il avait quand même. Pardon, excuse-moi. Mais et le mec, il est parti de Montpellier en disant qu'il avait marqué 45 buts ou je sais pas quoi, qu'il était parmi les meilleurs joueurs du club. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas ça qu'on va retenir. Ouais, tu les as Ouais, marqués tes buts, ouais. mais t'es parti un peu comme un malpropre, quoi. Donc, c'est l'image que tu vas laisser, quoi. Là, ça, il parle un peu C'est ça que avec je trouve l'ego et dommage. pas avec le cœur, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il doit aussi pas mal à C'est ça, Montpellier. Il a exactement. donné pour le club, mais le club a aussi donné pour lui. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas rendre au club et surtout aux supporters qui ont aimé ce joueur bah, un minimum de respect, quoi. Enfin, c'est normal d'avoir un projet sportif et de
et voilà, et qui t'attire et de vouloir peut-être le suivre et voilà, et dans ta carrière d'avoir une autre opportunité. Mais il y a une façon de faire les choses et je pense que, comme on le disait, hein, la communication, dans la façon de faire, bah, il aurait pu mieux s'y prendre, c'est clair, que ce soit avec Montpellier ou avec l'Algérie, c'est sûr. Et puis il y a le parallèle aussi avec le départ de Gaëtan Laborde, qui a formé pendant plusieurs années aussi un superbe duo en Ligue 1, qui lui n'a finalement rien promis, hein, ce que tu disais hier soir, Julien, quand on en discutait, et qui part à Rennes dans un club très ambitieux, au même titre que l'OGC Nice, pour jouer l'Europe dès cette année. C'est vrai que le parallèle entre les deux joueurs fait peut-être encore plus mal, je pense, à Delors, Julien. Complètement, parce que bon, ils sont arrivés en même temps. Ils ont joué ensemble pendant les 3 saisons. En termes de statistiques, si on cumule but, passe décisive, ça se vaut. Ils ont tous les deux joué le jeu, mouillé le maillot, été impliqués. Et c'est vrai que Laborde, voilà, n'a pas fait de déclaration d'amour disproportionnée envers le club. En plus, voilà, c'est pas un hérolté, donc voilà, il venait là pour se relancer. On l'a relancé comme Delors. Il est parti, il a rempli les caisses du club qui avait souffert de Mediapro et de la crise sanitaire avec l'absence de spectateurs. Et voilà, on estime qu'il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire et les supporters pailladins lui sont reconnaissants. Ouais. Messieurs, je vous invite eh bien, à tourner la page justement de l'or et à se consacrer exclusivement maintenant au match, au contenu de ce match. Par quoi commencer? J'ai envie de vous dire la série de l'OGC Nice, hein, victoire contre Lyon dans les circonstances qu'on connaît, avec ce scénario de dingue, ce match nul contre Marseille, cette victoire aussi à l'arraché contre Angers, avec ce magnifique but de Delors finalement. Au vu des problématiques qu'on avait vues sur les quelques matchs de Nice, est-ce que cette défaite contre Montpellier, elle n'était pas envisageable? Si, complètement. Complètement. Quand tu fais preuve d'inefficacité, quand tu as du mal as du mal à te créer des occasions, enfin, contre Angers, c'est une victoire trompe-l'œil, tout comme Lyon. Lyon, on arrive à les éclater en 10 minutes, mais c'est un miracle. Contre Angers, c'est pareil. Tu dois tuer le match avant. Et on manque de joueurs tueurs. Je veux dire, comme je t'avais dit sur Twitter, Pancho, Dacunia, contre Angers, il tire au-dessus alors qu'il est à 2 mètres de la cage, elle est vide. Il tire au-dessus. Donc c'est pas possible. C'est le genre de choses que tu finis forcément par regretter. Contre Angers, ça nous sourit parce que Andy Dor est quand même dans un état de grâce. Il touche le poteau, il marque un but égalisateur hyper chanceux, mais il a le mérite de tenter un geste. Enfin, le deuxième but qu'il marque en fin de match, bon, bah, c'est un but d'attaquant, hein, donc rien à dire. Ça fait partie de son talent. Et forcément, quand il te faut 25 tirs, 3 cadrés pour arriver à mettre des buts, ça devient compliqué. Et de toute façon, c'est simple. Contre Montpellier, c'est 20 tirs, 5 cadrés. On a joué contre un bloc bas qui a parfaitement joué son va-tout, qui a su contrer quand il fallait. On était en difficulté énormément en début de match. Todibo, il a pris l'eau pendant les 15 premières minutes. Après, il a su se remettre à l'endroit, mais enfin, je crois qu'il a dû rêver pendant les 15 premières minutes. Il a dû rêver de Wai et de Mavidi qui ont fait Ouais, voir un peu toutes les couleurs. c'est ça. Et le souci, c'est que on a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Et quand on se créait des occasions, elles étaient pas tranchantes. Hmm. Et c'est ça aujourd'hui la faille de l'OGC Nice, c'est que si nos joueurs de côté, si nos joueurs de côté sont pas au niveau et si on manque de réussite, eh ben, à un moment donné, tu te fais punir. Et je vais même te dire, ce but de Florent Mollet, je le sentais venir à des kilomètres. Parce que plus le temps Ouais. passe, plus tu n'arrives pas à marquer des buts, plus tu peux être certain que tu vas en prendre un en contre ou de manière casquette ou que sais-je. Et on peut critiquer le manque d'intensité sur le but, enfin sur l'action défensive, peu importe. À un moment donné, c'est pas pardonnable de ne pas arriver à cadrer un tir ou de ne pas arriver à rentrer le ballon dans la cage. Ouais, c'est ça. Pour compléter ce que dit Alric, en fait, c'est assez symptomatique. Enfin,
C'est vrai que Nice, bah, en fait, quand tu disais très bien que tu avais vu le but de Mollet venir à 3 bornes, bah, c'est exactement le scénario à la Beaujoire contre Nantes. C'est-à-dire que Nantes, pendant 70-75 minutes, on prend complètement l'eau. Exactement. Ils ont un nombre d'occasions que j'ai même pas pu compter, tellement il y en avait. Et j'étais sûr qu'on allait en prendre 3. Et finalement, bah, bon, voilà. On a pu compter sur la réussite et les contre-attaques et la chance comme contre. Alors du coup, bah, Lyon et Angers, où on arrive à faire des remontadas un peu miraculaires, enfin miraculeuses, pardon. Désolé, j'en perds mes mots. Mais c'est vrai que bah, malheureusement, quand l'efficacité n'est pas là, eh bah, il nous reste plus grand-chose. Et d'ailleurs, Galtier, dans le vestiaire, à la fin du match contre Angers, il dit aux joueurs, les gars, le défi, c'est pas Angers, c'est Montpellier en fait, hein. Moi, je regarde déjà Montpellier et le vrai défi, ça va être la victoire là, enfin chez nous, hein, pourtant, mais contre eux. Et il avait déjà vu que bah, il y avait déjà un beau défi à venir. Et on n'a pas su le relever parce que, voilà, comme tu l'as dit, les stats parlent d'elles-mêmes. Alors oui, on a la possession, on a les tirs, on a ce qu'on veut, mais quand l'efficacité manque, et bah, pourtant on a des joueurs de qualité, mais là, c'est vrai que comme tu disais, pourtant Dacunia qui est un joueur pour, du coup, contre Montpellier, que j'ai trouvé intéressant, quoi, qui essayait de se projeter, qui essayait de Ah, tenter. exceptionnel, ça, Montpellier. Voilà, complètement. Alors que, bah, en l'occurrence, contre Montpellier, bah, Andy Delors, Amine Gouiri, bah, c'est des prestations qui sont mauvaises. Pour moi, Amine Gouiri, il fait un très mauvais match. Delors, il manque pas mal de passes. Voilà, il y a eu des manqués et on n'a pas su être devant, être cohérent. Et voilà, c'est ça, l'attaque qui nous a manqué ce match-là. Alors, voilà. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'avant, l'attaque était là pour marquer des buts, mais c'était quand même à l'arraché. Ça veut dire que dans tous les cas, il y a quand même un problème au niveau du système. Voilà. Bon. Il y a Romain qui nous demande sur le chat, est-ce que Galtier n'aurait pas mis un peu trop de pression à son groupe juste après le match d'Angers? Est-ce que il y a une affaire de pression dans ce mauvais résultat contre Montpellier selon vous les gars? Si tu me permets de commencer, je n'y pense pas, parce que c'est le propre d'un coach que de se concentrer forcément sur le prochain match. Souviens-toi de ce que disait Lucien Favre le soir de la victoire 4-0 contre Monaco, où on est premier à la sixième journée. Il dit c'est bien, mais sans plus. Parce qu'on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le match qui arrive la semaine prochaine. Et tu sais très bien que tu as gagné ce match contre Angers. Certes, tu maîtrisais le match. Certes, tu aurais mérité d'en marquer 3 ou 4. Mais au final, tu gagnes que 2-1 sur une action assez incroyable. Donc tu sais que la semaine prochaine, si tu n'arrives pas à mettre un peu plus d'ingrédients, forcément, tu vas prendre une claque. Et c'est ce qui est encore plus symptomatique sur le fait que c'était à prévoir et que Galtier a bien fait de les mettre sous pression, c'est qu'à la sortie du match contre Montpellier, il a dit si on avait gagné, on ne l'aurait pas mérité. Hmm. Parce qu'on a manqué on a manqué de maîtrise, on a manqué de justesse technique, on a manqué d'intensité, on a manqué de tout. Et Montpellier a parfaitement joué le coup d'une équipe qui avait besoin de confiance, qui n'avait pas gagné depuis plus de 5 mois à l'extérieur, et ils ont parfaitement su nous faire déjouer. J'ai même été surpris du niveau de Mamadou Sakho, que je pensais qu'on allait arriver à bouffer facilement. Il a fait un Non, le mec, match, le Sacco. il a été Mm. super sérieux, quoi. Je sais Ouais, pas ce que ouais. tu en penses, Julien, mais il a été super. Et Montpellier a parfaitement fait déjouer. Donc après, Tim, après, je sais pas ce que tu penses par rapport à Galtier, mais pour moi, non, il a fait son travail, Galtier. Non, je suis d'accord. Puis en fait, on connaît aussi le profil de Galtier. Et c'est ce qui manquait à Nice d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un de caractère qui remette les pendules à l'heure d'une équipe qui avant était dans la nonchalance, d'après moi, hein. Donc là, on a vu quand même que était un peu d'ordre dans cette équipe et que ça faisait du bien. Et moi, je trouvais tout à fait cohérent le fait qu'on se concentre tout de suite sur la suite, que Montpellier, bah voilà, avait toutes ses cartes à jouer pour. Et alors avec une équipe, encore une fois, qui a eu un enfin, estival qui a pas mal tourné, Savani était absent. Alors quoi, si Nice on reste nonchalant et qu'on se croit déjà qu'on gagne comme contre 3, 3 enfin, on les a peut-être sous-estimés, bah voilà, au final voilà, on Laurent, se ouais. fait punir là-dessus, donc je pense que non, non, le Galtier d'après moi, a justement ce rôle de devoir dire aux joueurs, les gars, concentrés tout le temps, quoi. Chaque match c'est un défi, chaque match il faut être présent. Il n'y a pas de match gagné d'avance ou plus facile qu'un autre, quoi. Donc bon. Je rejoins Alric et Tim, hein, Romain, par rapport à ta question. Je pense que justement la grosse différence par rapport aux autres années, c'est qu'on a un coach qui est constamment dans il est insatisfait, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que on gagne, on produit du beau jeu. Non, non, non. On fête la victoire, mais demain on retourne au travail et il y a un match la semaine prochaine et c'est ça qui nous fera avancer et c'est ça qui nous fera aller en Europe et c'est ça qui nous fera vivre aussi des émotions. Vous parliez beaucoup du match d'Angers. Alors,
peut-être qu'on l'a pas vécu pareil parce qu'on était au stade et c'est différent lorsqu'on est au stade euh, pour vivre un match. Mais contre Angers, je trouvais que c'était mérité. C'était mérité, c'est-à-dire que on tenait le ballon, on a eu quand même des situations, on tape le poteau en première mi-temps. Pour moi, la victoire, elle est méritée parce qu'on a tenu le match et on a tenu le jeu. Contre Montpellier, hormis la grosse occasion de Lemina, pour moi, il n'y a pas d'occasion franche. Et finalement, le scénario était écrit très rapidement. Ouais, il y a une frappe de Guiri qui est Oui, intéressante. oui, contre. Pardon, Eric, vas-y, je t'en prie. Vas-y, 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 t'inquiète. vas-y, Tim. Non, mais voilà, juste que voilà, Non, bah, dans les c'est bon, occasions franches, je pense que c'est la on Guiri va qui. se passer la balle. Non, non, mais contre Angers, si tu veux, ce qui me fait dire que c'est un peu bizarre, c'est parce que c'est à la dernière minute, c'est sur un corner, c'est sur une reprise de volée, c'est ok, mais ce match, on doit le gagner 50 fois avant. C'est ça qui fait dire que il y a un problème dans cette équipe. Normalement, tu gagnes 4-1 ce match, sans problème. Tu torches Angers sans aucun souci. Qui n'a rien montré en première mi-temps, qui a été assez moyen en seconde. Euh, Contre Montpellier, effectivement, ouais, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions et les seules occasions, c'est des exploits individuels, Hmm. c'est les débordements d'Atal en première mi-temps, c'est l'occasion de Lemina sur la barre transversale, c'est la bonne rentrée de Alexis Claude Maurice, qui je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire sur ce putain de côté gauche, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, mais contre Angers, oui, effectivement, elle est méritée parce qu'on a dominé, mais au final, tu gagnes que 2-1, alors que c'est un match que tu dois pulvériser. Et c'est ce que je reproche à cette équipe. Vas-y, Tim. Ouais, non, 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 ouais, en occasion franche, je pensais juste à la frappe en pivot d'Amine Gouiri en début de match. Mais non, mais comme tu dis, Alric, moi, ce que j'ai trouvé aussi dommage face à Montpellier, en fait, de la part de Nice, bah, alors Galtier, je pense que le coaching en soi avait été pas incohérent, c'est-à-dire faire rentrer Delorgue, faire rentrer alors enfin, Stengs, Rosario, qui sont quand même des joueurs de talent. Bah, enfin, moi, ces rentrées-là, pour moi, elles n'ont pas changé grand-chose. Mais en fait, juste aussi, il y a quelque chose que je voulais compléter par rapport à quand on parlait de Galtier et de la pression qu'il mettait aux joueurs et de ce que tu disais, Julien. C'est-à-dire que l'éternelle insatisfaction, en fait, moi je pense à Favre, en fait, parce que Favre, à l'époque, on est champion d'automne et il dit en interview, bah oui, c'est bien, mais c'est rien, en fait, hein. Moi, ça, c'est que dalle pour moi. Tout reste à faire. Et en fait, je pense que c'est ce genre de profil de coach qui fait que bah, les joueurs finalement ils se surpassent quoi. Et c'est ce qui nous a manqué avec un Vieira par exemple. Donc moi je suis content que voilà que Galtier mette cette pression là. Voilà, je Avec voulais- qui? Je connais Avec pas, Vieira. Fred. Ouais Vieira. Bah Je Vieira, connais pas. je disais c'est bien ou comme bah, le remplaçant de Vieira pendant mince comment il s'appelait? Ah, Urca. Urcea, merci. Urcea qui disait toujours c'est bien c'est bien. Mais je connais Bah pas non plus. non c'est pas bien. Enfin bon bref c'est mon avis mais en tout cas voilà. Match, Julien, Julien, ouais. selon toi, ce match, alors Montpellier a bien défendu, n'a pas concédé énormément d'occasions, on l'a vu. Qu'est-ce que tu penses de la performance de ton équipe? Hier soir, on parlait d'un hold-up. Est-ce que, selon toi, c'est un hold-up, cette victoire? Dans la physionomie du match, quand on voit la possession de balle, les occasions, la maîtrise, le pied sur le ballon, c'est évidemment un hold-up parce qu'on a très peu d'occasions, on a beaucoup défendu. Je pense aussi que c'est peut-être une victoire tactique justement du coach Dalloglio sur Galtier. On abordait ce match sans notre meilleur joueur, sans TJ Savanier, et on a joué dans un système que l'on a vu pour la première fois de la saison, hein, où on était vraiment avec en 4-4-2 alors qu'on jouait plutôt en 4-3-3. Et avec même si on avait beaucoup d'attaquants sur le terrain, on avait des attaquants qui bloquaient les couloirs. Et en fait, je pense qu'on a un petit peu fait déjouer l'OGC Nice. Et peut-être que le coach Galtier a été surpris par une tactique qu'il ne s'attendait pas à voir, car c'était la première fois qu'on jouait dans ce système de jeu depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, même nous, en tant que supporters, on s'attendait tout simplement à ce que Mollet passe 10 et que Wai rentre sur le côté. Et peut-être que Galtier aurait dû réagir différemment, peut-être faire rentrer plus de joueurs plus tôt avec de la vivacité pour gêner notre milieu qui n'est pas forcément le milieu le plus rapide et même notre charnière centrale.
Tu parlais de Mamadou Sakho qui fait un très très bon début de saison, hein. C'est pas seulement contre Nice qu'il est bon, hein. C'est une satisfaction, hein, Mamadou Sakho. J'avais un petit peu peur de voir rêver un joueur avec un état physique un peu compliqué, un cumul de blessures. Et bon, Mamadou Sakho, oui, c'est une très bonne surprise pour le club, en dehors et sur le terrain. Donc voilà, est-ce que il n'y avait pas plutôt autre chose à faire, hein, en termes de vivacité? Tu parlais de Claude Maurice. Est-ce que Claude Maurice, justement, il fallait pas le faire débuter ce match pour plus gêner les Montpellierins qui manquaient peut-être de vitesse au milieu et derrière? Eh bien, je pense que déjà, oui, enfin, on a parlé de Claude Maurice, donc ça remet en cause aussi la titularisation de Camara sur le flanc gauche. Mais le milieu de terrain, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Julien, il- pour moi, il y a déjà la titularisation de Thuram en doublette avec Lemina. C'est déjà dans ce choix-là, Galtier pense que voilà, il va falloir tenir un peu plus le ballon, il va falloir un peu plus de verticalité, on va avoir un peu plus le ballon par rapport à Montpellier. Donc, il fait ce choix-là déjà pour parce il sait qu'il y aura de fortes chances qu'on soit, on va dire, au-dessus, même si être au-dessus ne veut pas dire grand-chose. Je sais pas ce qu'on pense Je Adrien. pense, Oui, hein, je pense que la titularisation de Thuram, alors je suis pas dans le secret des dieux, mais en y réfléchissant, je pense que la titularisation de Thuram, elle est parce que TJ Savanier n'est pas là, que vraiment le meneur de jeu, le magicien de cette équipe de Montpellier, le maître à jouer de cette équipe de Montpellier n'est pas là, donc forcément Montpellier aura peut-être un peu plus de faiblesse au milieu de terrain, et que ça devait permettre à Kefren Thuram, qui est un joueur qui, lorsqu'il est mis dans de bonnes conditions, peut se projeter très facilement vers l'avant. Alors que si, par exemple, je suis persuadé que si Savani avait été là, il aurait fallu tout de suite le stopper. Et donc, il aurait mis les deux puissants au milieu de terrain. Et il y aurait eu des coups, il y aurait eu des gros tacles. Et on aurait tout fait pour essayer de le stopper. On sait que Savani, c'est un super joueur. Moi, c'est un de mes coups de cœur de ce début de saison. À chaque fois que je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé incroyable. Alors voilà, je pense que ça nous a fait plus de mal que de bien, cette absence de TJ Savanier, dont on s'est un peu on s'en est un peu réjoui quand on s'en est aperçu, mais je pense que ça fait beaucoup plus de mal parce que ça a fait déjouer certainement tactiquement, comme le disait Julien, ça a fait déjouer tactiquement peut-être Christophe Galtier et Canal Plus qui disait avant le match que Olivier Dalloglio n'avait jamais perdu contre Christophe Galtier. Ben voilà, ça s'est encore vérifié. Je pense que tactiquement, ouais, il y en a un qui a su surpasser l'autre. Et ouais, je pense que si Thuram était titulaire, c'est parce qu'on savait qu'en face, il n'y avait pas de vrai maître à jouer et que ça allait être un peu plus collectif. Mais qu'on savait qu'on allait avoir le dessus au milieu de terrain. Moi, ouais, ce que je trouve ça un peu surprenant, c'est que, alors je comprends, voilà, le choix de Galtier en ce sens-là, avec l'absence de Savanier. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il est conscient que ça va être un vrai défi de jouer Montpellier, et je me dis, est-ce que changer le système, du coup, et changer voilà, nos habitudes, nos automatismes, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense à ça parce que, exemple très court, il met Dany Luc, qui est un profil de défenseur central, en latéral droit contre Nantes, qui a pris complètement l'eau, face à Simos notamment. Voilà, j'ai un ou deux exemples en tête où je me dis quand on change de base la tactique, c'est pas forcément payant. Alors, bon, il a tenté là également de mettre Thuram, ça n'a pas marché, donc je me demande si c'était un bon choix de sa part. Voilà, ça après c'est critiquable ou non. Après, moi, côté Montpellierin, je veux voilà, porter les louanges de Wai parce que moi, dès le début de match, c'est un joueur que je connaissais que peu et qui, il a j'ai été vu, vraiment très très bon, hein, très on est, fin. Il a ouais, 18 ans ce gamin, c'est incroyable. ah ouais, sur des appuis, il nous met tout le monde dans le vent, quoi. Il est vif, il se projette, techniquement, il est très capable et il a su nous mettre en difficulté tout de suite et on n'était peut-être pas prêt à ça. Et c'est là, cela que je dis, Galtier, il faut qu'il mette quand même la pression parce que bah, les gars, concentrés, quoi. Et puis, Wai, pour en Tony parler, Boy s'en souvient encore. Ouais. Pour en parler un petit peu, c'est une pépite, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité, qui a eu un parcours un peu compliqué, qui a été viré du centre de formation de Caen avec des problèmes de comportement. Euh,
voilà. Mais c'est un joueur qui, tu parlais des prises de balles, il avait été impressionnant aussi en début de saison quand il était rentré en cours de jeu contre Lorient. Il rentre en cours de jeu et sur plusieurs prises de balles, il fait expulser coup sur coup deux joueurs lorientais parce que prise de balle et en deux, trois touches, il était vraiment passé devant. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, c'est un joueur qui doit encore apprendre à se faire mal sur un terrain. Et voilà, c'est vrai que le coach l'avait un peu mis à la cave pendant 3-4 matchs parce que un petit problème extra-sportif qui j'espère on va voir ce que ça donne au niveau judiciaire parce que c'est pas très, très encourageant et pas très glorieux. Donc, petit problème extra-sportif cumulé à des performances un peu moins bonnes. Donc, il l'avait laissé remplaçant, il a fait rentrer récemment et il est mieux. Et je pense que voilà, c'est un grand espoir français. Il faut que la tête et l'entourage suivent pour qu'il s'exprime, mais il a vraiment d'énormes qualités. Ça, c'est une évidence. Ça s'est vu. Et en tout cas, on a vu que enfin, Montpellier, un peu dans sa politique, hein, fait toujours confiance un peu à ses jeunes, hein. Enfin, moi, j'ai découvert des joueurs, alors, notamment Benny Makwana. Alors, est-ce que c'est du centre de formation direct de Montpellier ou pas? Non, là, Euh, non. non, pas directement. Non. Alors, ouais, Benny Makwana, en fait, c'est un très jeune joueur africain qui a été recruté l'année dernière. Donc, il a été recruté directement avec un contrat pro. Et malheureusement, il a eu une saison tronquée. Donc, il a un petit peu débuté avec la réserve. Il s'entraînait avec les pros. Et il a eu une saison tronquée parce qu'il a eu une grosse blessure à l'épaule où il a dû carrément se faire opérer. Et donc, c'est un peu sa première vraie saison. Alors, Benny Makwana n'est pas issu du centre de formation, mais on avait quand même plusieurs joueurs, notamment Maxime Estève, qui a fait un très, très, très gros match en défense centrale avec Sako. Voilà, lui, il est issu du centre de formation de Montpellier. C'est un Héroltais, lui aussi. On avait Joris Chotard aussi au milieu de terrain qui Oui, jouait tout à avec fait. Mm. Jordan Mm. Ferry, pareil, qui est issu du centre de formation. Et Eli Wahi, donc, qui est arrivé, on va dire, en post-formation. Et c'est vrai que cette année, avec Dalloglio, plus qu'avec Der Zakarian, on a les jeunes qui ont un peu plus qui ont un peu plus leur chance. On a eu Guermouche qui a fait ses premières minutes. On a eu Nicolas Cosa aussi qui a joué. On a quand même un banc de touche très, très jeune et c'est vrai que c'est appréciable. On a parlé donc du milieu de terrain. On est forcé de parler de Hassan Kamara. On en a parlé un peu, il me semble, en début d'émission, ou c'était en off, je sais plus. Mais bon, je pense que on le voyait tous depuis plusieurs semaines. Galtier s'en est aperçu au cours de ce match-là, à la mi-temps, en le sortant et en le faisant remplacer par Claude Maurice. Euh, voilà, c'est plus possible, Camara en milieu gauche. Euh, que ce soit même par rapport à l'équilibre, un peu ce qu'on se disait contre Angers, où justement il bloque un peu ce couloir à barre. Et moi, je l'ai trouvé complètement perdu. Complètement perdu. Un coup le long de la ligne, un coup intérieur, un coup sur un centre numéro 9. Je sais pas exactement si c'est un problème de consigne ou j'arrive pas vraiment à cerner le problème, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un joueur qui a un niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est, on va dire, bon, mais qui ne peut pas être titulaire à l'OGC Nice, du moins par rapport aux ambitions qu'on a, Tim. Ouais. En fait, moi je me rappelle très bien de Camara, de ses premiers matchs quand on l'a recruté. On était en manque d'un latéral gauche et il a très bien rempli ce rôle, je trouve. Il était percutant, il défendait pas trop mal. Euh, je trouvais que c'était voilà, un bon profil. Après, j'attendais de lui une progression que je n'ai pas forcément vue. Euh, et là, en l'occurrence, bah, voilà, Barre arrive. Barre qui est un très bon joueur, mais voilà, là on parle de Camara. Donc Camara voit que bah, voilà, sa place est un peu prise. Donc, il a quand même des qualités offensives. Donc, on a essayé de les mettre à profit, hein. Enfin, Galtier a essayé voilà, avec ses qualités, de pouvoir amener plus de renforts offensifs. Malheureusement,
On a vu dans ces matchs qu'il était un peu cantonné au niveau de la ligne de touche sans trop percuter. Là, je pense que d'ailleurs, peut-être Galtier lui a dit la consigne d'arrêter d'être sur la même ligne en fait, que Barre. Du coup, il se gêne et ça n'apporte rien par rapport à un Dacunia qui lui va rentrer, percuter et amener du danger. Là, il a peut-être essayé du coup d'appliquer la consigne, mais Il est faut limité. peut-être constater qu'il est limité, Il est mais il est limité. surtout pas à son poste en fait. Il n'est pas à son aise. Il n'est pas, à mon avis, c'est pas son profil. Ah ben En fait, c'est pour moi un problème c'est un problème de poste, mais c'est aussi un problème de niveau global. Je oui, pense que l'année c'est vrai. dernière, si on a mis en avant des fois certaines performances, c'est parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas un latéral gauche qui tenait la route. Là Mm. aujourd'hui, on a Barre qui a 15 matchs de Ligue 1 dans les pattes avant d'arriver à Nice. On s'aperçoit qu'il a un très très bon niveau et Mm. ça fait quand même c'est dur pour Camara de faire le parallèle entre les deux. Et surtout, le parallèle, on peut le faire aussi avec la performance de Dacunia. Ouais, Décomplexé, sur l'autre côté, c'était son pendant à droite sur ce match. Sincèrement, je pense c'est ça. il y a plus d'avenir pour Camara à ce poste-là. Camara, c'est un Mm. mec de rotation qui peut rentrer ponctuellement en milieu gauche, en latéral gauche, pourquoi pas. Mais il faut C'est ça. arrêter de le Ouais. mettre à ce poste-là, Alric. Ouais, ouais. Bah, juste pour finir, Eric, et je te Oui, laisse la parole. Déjà, vas-y, Pardon, ouais, juste une petite vas-y. phrase. En fait, c'est vrai que moi, je le verrais bien juste en fait en doublure de barre, en fait, en remplacement aujourd'hui un Lotomba avec Attal, parce qu'en fait, juste le petit comparatif, c'est que Attal a su à un moment donné être converti comme ailier droit parce qu'il avait les voilà, compétences et les capacités offensives pour assumer ce rôle, et il le faisait pas trop mal. Et on sent que Camara, comme tu disais, Julien, est trop limité pour assumer ce rôle. Donc pour moi, ça restera une doublure au mieux de barre. Je te laisse la parole, Alec. Déjà, si on se souvient bien du match contre Marseille qu'on a rejoué à 3, euh, Christophe Galtier s'est époumoné, notamment en première mi-temps, sur Hassan Camara, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il partait à gauche, partait à droite. Il était devant, derrière, au milieu de terrain, il faisait n'importe quoi. Alors nous, on disait, enfin, les commentateurs disaient, ouais, c'est bien parce qu'il crée le surnom, il crée du décalage, il crée rien du tout. avec rien du tout, nada. Il, il gêne tout le monde, il gêne Barre parce que Barre il n'arrive pas à monter parce qu'il a une espèce de truc qui bouge au milieu, qui bouge devant. Quand il se retrouve devant le but, il sait pas quoi faire de ses pieds. On se souvient de cette action contre Marseille. Normalement, tu mets la tête, tu plages pas, tu plonges, tu fais quelque chose. Il fait une espèce de geste, on sait pas trop ce que c'est. Non, moi il m'agace parce que en fait, sous le fait que c'est un mec gentil, sous le fait que c'est un mec qui se dépense physiquement, qui est incroyable, qui nous a fait du bien lors de ses premières saisons parce qu'on manquait d'un arrière gauche. Bah, en fait, on a du mal on a eu du mal à lui dire non mais en fait il faut que tu arrêtes monsieur, il faut se mettre sur le banc, il faut laisser les autres jouer. Parce que autant défensivement, Melvin Barr, je le trouve exceptionnel, mais offensivement, ok, il monte pas beaucoup, il Mm, apporte pas forcément autant qu'un Hassan Kamara, mais par contre quand il met un ballon dans la surface ou quand il tente une percée, il y a une action derrière quoi. Il Alors a que une Kamara, qualité, je trouve que Barre a une très très bonne qualité de centre, et c'est dommage et qu'on pourtant sent. il disait qu'il fallait qu'il la travaille. Ouais, Ça c'est incroyable parce ouais, non mais que c'est fou. il disait qu'il fallait qu'il la travaille. Alors que finalement, on le voit peu centré, mais à chaque fois qu'il met un centre, c'est pas des centres au troisième poteau sur l'autoroute à côté du stade. Enfin, je veux dire, c'est des centres qui sont quand même bien travaillés. Donc, bon, Et puis au-delà de ça, Camara, il est insupportable parce que il court tout droit. ah, c'est, ouais, c'est ça, Il perd le exactement. ballon. Exactement. ah, c'est- Mm. Donc c'est bien qu'il aille vite, c'est bien qu'il soit physiquement incroyable, qu'il enchaîne les allers-retours. Enfin mec, on te demande pas d'être athlète, hein, on te demande juste enfin, on te demande d'être athlète, mais aussi footballeur. Et pas que athlète. Parce que tes capacités physiques, si tu sais pas te servir de tes pieds, ben, tu vas te mettre au 100 mètres ou 200 mètres et c'est pareil. ah, on est d'accord, On hein. a senti, ouais, au niveau de. Bon, je parle avec un point de vue extérieur, hein, j'ai pas l'habitude de voir jouer Nice, que je regarde de temps en temps, mais vraiment ponctuellement. On a vraiment senti ouais, qu'on avait un mec beaucoup plus dangereux avec Dacunia que côté Camara. Hein. Ouais, Bien sûr. ouais, ouais. Non, c'est clair. Non, mais complètement, hein, par rapport à Camara, je pense que euh, le, malgré les bons résultats dernièrement avant la défaite contre Montpellier, on s'apercevait en fait que ça fonctionnait pas. Christophe nous dit malheureusement Hassan a un vrai déficit technique, il fait un grand nombre de mauvaises passes contre Montpellier. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que
au-delà du fait qu'il était perdu Complètement. sur Un son déficit poste, technique, un exact. coup, un coup à gauche, un coup numéro 9, un coup des passes en touche, enfin je veux dire c'était problématique quoi, c'était problématique. Donc bon, il y a aussi autre chose, c'est la forme de Claude Maurice. Il rentrait progressivement, à chaque fois qu'il rentrait, ça apportait une vraie valeur ajoutée. Alors là, sur sa rentrée, je ne l'ai pas trouvé fantastique, moins bon que sur ses dernières rentrées, mais pour moi, il méritait de commencer un match et peut-être de sortir à la 70e, de faire un peu l'inverse qui a été fait avec Camara. Mm, mm, mm. Oui, je suis d'accord. Moi aussi. Je suis d'accord. Mais quand on le voit rentrer en seconde mi-temps, enfin, c'est lui, c'est Alexis Claude Maurice qui se crée la première occasion de la seconde mi-temps, et peut-être même la première occasion, si je puis dire, du match. Je veux dire, il rentre sur son côté, il percute, il fait un crochet, il frappe. Camara, il aurait jamais fait ça. Complètement. Mais parce que, Et juste, donc, mais vas-y, vas-y, vas-y. parce que, euh, enfin, pour moi, c'est évident que le profil de Claude Maurice, et là je parle pas juste du joueur, juste du profil. Lorsque tu joues avec des ailiers intérieurs comme ça, comme avec Dacunia, justement, ça te permet de libérer le couloir d'un mec dans le dos. Donc là, en l'occurrence, Barre et Attal, puis Mm. Lotomba. Si tu joues Exactement. avec un mec qui est même pied, forcément qu'il va, il peut pas rentrer, il peut pas rentrer intérieur, Camara. Il n'a pas suffisamment un bon pied droit pour le faire. Et il y a Romain qui nous dit que Kluivert a repris l'entraînement aujourd'hui. C'est vrai qu'il me semble que c'était Todibo Voilà. qui avait communiqué là-dessus par rapport à ça. Et effectivement, moi j'attends impatiemment le retour de Kluivert et également le retour de Stangs à droite. C'est ça. Oui, complètement. Plus Tanks d'ailleurs. Enfin, plus Tanks. Non, mais c'est-à-dire que c'est le joueur sur lequel on a le plus quasiment investi, hein, je crois, en termes financiers à ce mercato-là. Le Ah joueur ouais. que, voilà, on attend beaucoup, beaucoup de lui. Et on sait qu'il a du potentiel. Et pour le début de saison qu'il a fait, bah, je ne suis pas convaincu. Et c'est dommage parce que c'est un joueur que je sais qu'il a les compétences et les qualités. Et pour l'instant, reste à voir. Mm, mm. D'autant plus que Kluivert, il n'est pas encore à l'OGC Nice l'année prochaine. Pour que son achat soit levé, il y a un nombre de matchs qui doit être joué. Et puis même, il Mm, faut qu'il y ait des performances qui soient faites. Et c'est pas même si moi j'aime beaucoup le joueur et j'ai vraiment envie qu'il performe, c'est pas encore gagné, quoi. c'est vrai. Bah, Alors que Stanks, on sait qu'on va pouvoir compter sur lui sur plusieurs années parce qu'on l'a acheté, parce que c'est un investissement sur le long terme et que même si cette saison-là ça fonctionne pas vraiment, on aura le temps de le former, de l'habituer à son environnement et à l'équipe avec Galtier. Mm, et c'est un peu la technique Ineos, hein, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont beaucoup procédé avec ce genre de négociation avec des prêts avec option d'achat. On a eu Reine Adelaide, on a eu Ounas, on a eu également Ronnie Lopez. Sur le principe, je trouve que c'est pas bête de fonctionner de cette façon-là. Ça a bien fonctionné avec Todibo, mais c'est tout finalement. Parce que si tu prends un joueur sur un an et tu te dis je lève l'option d'achat suivant ses performances, finalement, là, Kluivert en l'occurrence, sur le peu En qui. Suisse, ça se fait moins depuis l'arrivée de Galtier. Ça se fait moins depuis l'arrivée de Galtier. On a quand même investi dans ce mercato. Tout à fait. C'est d'ailleurs, je mm. pense, parce que c'est Galtier qu'on a réussi à investir. Il a réussi parce qu'il connaît très bien notre ami Julien Fournier. Il a réussi à lui retourner la tête en lui disant: t'es prêt à 2 francs et tes joueurs à haut potentiel de 18 ans, t'arrêtes tes bêtises. Moi, je veux pas faire garderie. Il l'a clairement dit, hein. Il l'a dit: moi, je veux pas faire garderie, je veux pas faire une saison de transition, je veux une équipe compétitive pour se qualifier en Coupe d'Europe. On a investi. Ah, bah, il fallait, hein. Il Oui, était oui, temps. complètement. Mais moi, j'espère quand même que Kluivert va pouvoir revenir parce que je trouvais vraiment que sur les matchs qu'il a joué, donc il en a joué peu, hein, je pense qu'il a dû en jouer peut-être 5 ou 6 grands maximum, hein, Mm. et je suis assez ambitieux. Il pourrait quand même nous apporter quelque chose parce que ça court, ça se Oui, c'est vrai. replace, ça percute, et puis ça va apporter du danger dans la surface pour justement qu'un mec comme Dolberg puisse avoir des occasions à se mettre sous la dent. J'aimerais aussi parler d'une performance d'un joueur de l'OGC Nice. On a parlé d'Acuna, on a parlé de la performance aussi de Camara, mais celle de Dante sur le match. Voilà, là, bon, certes, on perd,
Mais moi, je l'ai trouvé absolument formidable. Au moment où il récupère un ballon, il est à l'autre bout du terrain, il joue quasiment numéro 9. Je l'ai trouvé dans l'ensemble euh, très bon et toujours autant rassurant. Et malgré, on va dire, le début de match un peu compliqué de Todibo, derrière, Dante, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je me suis dit, putain, le mec, il revient à un niveau formidable après sa blessure. Alors, on s'était déjà fait la réflexion, hein, mais c'est top player, quoi, Dante. Ouais, Bah, complètement. je pense qu'il est sur la meilleure saison de sa carrière. Je pense qu'il est sur la meilleure saison de sa carrière, à l'OGC Nice en tout cas. Je pense qu'il est au top niveau. C'est incroyable à l'OGC Nice, hein, j'entends. Meilleure saison de sa carrière à l'OGC Nice. Ah oui. Je pense qu'il est à un top niveau incroyable pour un joueur de 38 ans qui sort des croisés. Il faut vraiment remettre tout ça dans son contexte. Il a 38 ans, il est en fin de carrière, il fait les croisés. Tu te dis, c'est bon, vas-y, prends ta retraite, t'as une carrière incroyable. Fais pas de bêtises. Et le mec, il revient, et le mec, il prolonge, et il revient au top niveau. Non, Dante m'impressionne. Et c'est un modèle pour les jeunes joueurs de nouvelles générations qui arrivent. C'est un modèle pour entourer tous nos jeunes du centre de formation, tous nos jeunes type Kefren Turam, type Danny Luc. C'est des joueurs qui doivent prendre exemple sur un mec comme ça. Et je vais en parler rapidement, mais par exemple, la fausse polémique, la polémique qui a commencé à naître sur les réseaux lorsque les joueurs ne sont pas allés saluer tout de suite les supporters à la fin du match. La réaction de Dante, elle est typique du joueur qui dit non mais attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne les gars. Vous avez fait un match pourri, vous devez remercier les supporters qui sont là pour vous supporter. Comme il l'a dit en fin de match, je l'ai relayé sur Twitter, c'est on demande aux supporters, quels qu'ils soient, d'être avec nous dans la victoire et dans la défaite. On se doit de les respecter en allant au moins les saluer. Après, on a quand même des supporters qui ont été intelligents, qui leur ont pas tenu rigueur. On peut comprendre que sur le coup de la déception, ils avaient juste envie d'aller se doucher et de rentrer à la maison parce qu'ils savaient qu'ils étaient ultra favoris, ils savaient qu'ils avaient raté leur match. Maintenant, Dante, voilà, c'est la classe sur et en dehors du terrain. Et je pense que il doit être une locomotive pour tous les jeunes joueurs et même pour l'ensemble de l'effectif. J'ai vraiment l'impression que c'est cette saison qu'on a un vrai capitaine puissant sur le terrain et même en dehors du terrain. Il arrive à influencer les arbitres, il arrive à gueuler quand il faut, il se cache pas, il est incroyable. Il est incroyable. Christophe nous dit que Dante devrait se mettre en coloc avec Youssef Attal. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Ouais, ça, c'est sûr. Non, mais voilà, moi j'ai rien à ajouter, hein. Alric, il a tout à fait décrit le joueur. Quelqu'un au savoir-être exceptionnel, qui est toujours souriant, qui est toujours là qui humainement est incroyable et bah, footballistiquement, qui a une sérénité derrière, même sous pression, que je trouve assez admirable. Vraiment, c'est inspirant pour tout footballeur qui regarde ce joueur jouer. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Vraiment, c'est un modèle. Et puis aussi, au-delà des performances, la défense de manière générale qui est devenue une vraie force. Alors sur les derniers matchs, ça fait je crois 4-5 matchs qu'on n'a pas fait de clean sheet, donc c'est assez paradoxal finalement de parler de ça, mais la charnière avec Todibo est quand même très très complémentaire et très positif pour le gym. Juste un petit aparté sur ce que tu disais, Alric. Skito nous dit les joueurs avaient plus honte, je pense, c'était pas un manque de respect auprès des supporters. Alors, par rapport à cette petite polémique, parce que finalement c'en est pas une, pour moi, dans le contexte actuel où justement il y avait le retour de la pop sud, peu importe le résultat, que tu te fasses lyncher 3-0 à domicile, tu vas saluer. Tu vas saluer les supporters qui viennent au stade. C'est le strict minimum. On ne sait pas exactement, hein, parce qu'on a vu qu'à Paris, il y avait des clauses et tout qui obligeaient certains joueurs, alors je pense pas qu'il y ait ça à Nice, hein, à venir saluer les supporters, mais bon, un minimum quand même. Dans la défaite ou dans la victoire, tu supportes ce Après, ils sont club. revenus. Après, ils sont revenus. Ils C'est pas sont comme s'ils revenus parce que étaient Dante restés leur au a demandé vestiaire. de revenir. Oui, mais au final, c'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'ils sont revenus. Ils sont allés. Après, moi, je pense comme toi. C'est la moindre des choses que d'aller les saluer, les supporters, notamment parce que c'était le retour de la Populaire Sud. Et nous savons, nous, en tant que supporters, que sans la Populaire Sud, ben, c'est triste à dire, mais il n'y a pas d'ambiance dans ce stade.
S'il n'y a pas la populaire sud, il n'y a pas d'ambiance dans ce stade. Donc avec le retour de la populaire sud, avec le retour d'un stade plutôt pas complet dans le sens où il y avait il y avait un peu de monde partout dans les tribunes, il fallait que les joueurs aillent les saluer. Après, avec le recul, un peu de réflexion et avec l'avis de d'autres supporters, c'est vrai que sous le coup de la déception d'avoir perdu avoir eu la sensation d'avoir eu un hold-up quand même, parce que c'est vrai qu'on peut sortir de ce match de Montpellier, mais sans manquer de respect aux joueurs de Montpellier, on a quand même l'impression que, excuse-moi Julien, mais on a quand même l'impression qu'il y a une équipe de Montpellier qui a défendu, une équipe de l'OGC qui a tenté d'attaquer, et sur un contre, il y a but. Donc c'est vrai que tu es ultra favori, tu perds ce match, tu as l'occasion d'être deuxième et de créer un peu le trou sur tes poursuivants. T'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi parce que t'as honte, parce que ça t'emmerde, parce que c'était nul, quoi. Ils le savent très bien que c'était nul. Alors oui, bien sûr que c'est irrespectueux, mais ça peut s'expliquer. Avec le recul, je pense que ça peut s'expliquer. N'oublions pas quand même qu'à l'heure actuelle, Nice est quand même troisième de Ligue 1. Et bon, bien sûr, le dernier résultat n'est pas forcément bon, n'est pas celui espéré, mais tout n'est pas à jeter en ce début de saison, hein. En fait, Non, loin de là. j'ai l'impression qu'on est tous on est tous devenus des mini Galtier, hein, à être insatisfaits au possible, malgré le fait que à l'heure actuelle on soit quand même troisième de Ligue 1. Euh, Est-ce que vous souhaitiez, messieurs, rajouter quelque chose en particulier par rapport à ce match, par rapport à des performances en particulier, que ce soit de ton côté, Julien, côté Montpellier ou côté niçois, les gars? Après, C'est bon. nous, côté Montpellier, on n'a pas vu un grand match et forcément une grande performance, mais le positif, ça a été la solidarité. Parce que voilà, on a mis en place un dispositif tactique, oui, qui était plutôt défensif, qui était plutôt voilà, pour essayer de tenir. Et on a vu une belle solidarité montpelliéraine, avec des joueurs qui ont fait les efforts. Le jeune Maxime Exteve, 18 ans, qui a fait un match monstrueux derrière. Et ouais, la satisfaction côté C'est lui qui Montpellier, contre la retournée de. Est-ce que c'est lui qui contre la retournée de Andy c'est Delors ça. d'ailleurs de la Tête tête? Je première, me hein. pose la question. Tête première, le mec, vraiment, il a tout mis. C'est un joueur très, très Et tu sais prometteur. qu'il peut se faire décapiter, mais il n'a pas peur. Il y va, quoi. C'est incroyable. Il lui arrive jamais d'ailleurs. Il a tout donné, il s'est dit, je préfère être décapité plutôt que voir un but de Delors. Enfin, surtout un but comme ça. Pas faux. Voilà. Et puis après, pour rebondir un petit peu aussi sur Dante, je pense aussi que c'est bien d'avoir des fois quelqu'un qui remet les joueurs dans le bon rail et par son professionnalisme qui dit, bon, oh les gars, on a perdu, on n'a peut-être pas été bon, venez, on va remercier les supporters. Et je pense que c'est quelqu'un avec une super mentalité. Moi, il me fait penser à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans mon club, c'est Hilton. Forcément. Il y a des similitudes de poste, de nationalité, de comportement, d'exemplarité sur et en dehors du terrain, d'hygiène de vie, voilà. Et voilà, on a eu la chance d'avoir dit Hilton pendant 10 ans dans notre club. Et je pense que Dante n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Je pense que sa grosse blessure Encore, en tout cas. lui a donné encore un peu plus d'envie. Et voilà, vous aurez probablement la chance d'avoir pour encore quelques années un mec exemplaire et un très très bon footballeur. Il s'arrêtera lorsqu'il sera champion de France avec Nice, hein, d'après les rumeurs. Voilà. Donc, il a Bon, c'est pas encore une bientôt du bonne coup. dizaine d'années devant lui. Je te trouve dur, Alric. Je te trouve extrêmement dur. Je pense avant 43 ans. Ah, il y a un Non, record par à contre, battre, il hein. a dit qu'il ferait pas comme. Il a dit qu'il ferait pas comme Hilton et qu'il irait peut-être pas jusqu'à la quarantaine. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hmm. Messieurs, on va passer au quiz. On a débordé un peu, mais écoutez, ça fait partie aussi de l'émission. Je vois que Alric se frotte un peu les mains. Donc, juste petite particularité, enfin, petite particularité, non, pas de particularité. 5 questions. Dès que vous avez la réponse, vous donnez votre prénom, vous levez la main. Alors, vu qu'il y a un décalage son avec Alric, tu pourras lever la main, Alric, et je te donnerai la parole. On va commencer par. Ouais. On cherche un joueur. On cherche un joueur. Donc de football naturellement.
Je vais vous donner son parcours de carrière et dès que vous l'avez, vous me dites son blaze. Et non, ce n'est pas Romain Pitot. Ah non, non, j'ai. Non, 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 trop facile, trop facile. Allez, c'est parti. Nîmes, AJ Auxerre, Bastia, Rennes. Jeune champ. Aïe, 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 c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ah. Alric, tu l'avais, non? Non, je l'avais pas du tout. Oh, aïe, 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 il ne Non, l'avait je pas. l'avais pas. Tim, je te pose pas la question de savoir si tu l'avais. Ouais, je nageais complètement. C'est bon, ça. Champion de France, jeune champ. Même si c'était la doublure, Ouais, en plus, champion de France. c'était un joueur qui a été important quand même cette année du titre parce que c'était aussi un leader de vestiaire. Et c'était plutôt une doublure de Qui a Gary jamais Bettman. fini sa carrière finalement. Il a jamais fini sa carrière finalement. C'est-à-dire, Ah, j'ai pas dit. Il a jamais terminé sa carrière et je crois il a été suspendu et ça s'est arrêté là, non, pour lui. je ne saurais pas dire s'il avait joué les derniers matchs, mais oui, il a une suspension due à une altercation physique avec un journaliste qui avait balancé des choses dans la presse sur le vestiaire montpelliérain. Et ouais, il était allé le trouver et apparemment ça avait été un peu violent. Et lui explique qu'il a vie. Ouais, il a fait une Cyril Roll, comme on appelle, comme on appelle dans le jargon, quoi. Deuxième question, les gars. Donc, un point pour Julien. Bravo à toi. Nice et Montpellier, on a parlé d'Andy Delors. Question au sujet de la carrière d'Andy Delors. Ça va être très rapide. Dans quel club s'est-il révélé en marquant 24 buts lors de la session 2013-2014? Alric. Je sais, Tours. Bien vu. Bien vu, bien vu. Saison 2013-2014, meilleur buteur de Ligue 2, meilleur buteur du championnat. Donc, juste avant son départ du côté de Wigan, si je ne dis pas de bêtises. Troisième question. Vous vous rappelez forcément de Souleymane Camara. Donc, les supporters de Montpellier ont peut-être plus de bons souvenirs de Souleymane Camara que les supporters niçois. Le joueur a joué quasiment 400 matchs pour Montpellier. Il a joué aussi pour Nice, on s'en rappelle, au cours des saisons 2005, 2006 et 2006-2007, à cheval. Pour un total de 35 matchs joués chez les Aiglons. C'est une question QCM. Combien de buts a-t-il marqué pour Nice? 3, 5, 1 ou 4? Tim? Ouais, je vais tenter 3. 1. Allez, 4. Tim, 3, 4 pour Julien et 1 pour Alric. Eh bien, Alric, c'est la bonne réponse. Puisque Souleymane Camara a marqué un but. En même temps, bon, il était attaquant, hein, c'était pas trop non plus son job que de marquer des buts. Un but et de mémoire. Il a fait mieux que Moussilou. Il a fait mieux que Ah Matt ouais. Moussilou. Ah la vache, c'est vrai. Et de mémoire, je crois que c'est un but à Bollard. À vérifier, mais je crois que c'est un but de la tête contre le RC Mars. Quatrième question. Exact. Sur un centre de. Cédric Varro. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, je crois juste, pardon, que Moussilou. Non, mais je vois très bien le but que c'est. Ouais, genre Moussilou, je crois que derrière il marque pas avec Nice, mais genre après, je crois qu'il va à Marseille et contre Nice, il nous blesse notre gardien. C'est De pas mémoire. impossible. C'est pas impossible. Baki Ouais, connaît c'est- le centre. Alex nous dit Baki connaît le C'est centre. pas impossible, ça me va. Ouais. Ouais, exact, c'est ça. Qui connaît le centre, exactement. Quatrième question. Galtier contre Dalloglio. Quel serait le match si les deux coachs n'étaient pas partis de leur club l'été dernier? C'est long. Alaric? Ah, je sais. Lille-Brest. C'était très long, les gars. Waouh, ah ouais, j'étais pas là. Est-ce que c'était Vous pouvez dire que ma question était mal formulée. Hein. Ok. Dernière question. Donc 3 points pour Alaric. Là, c'est pour la beauté du jeu. Hein, parce que Alaric remporte ce quiz. Sur la feuille de match, il y avait 4 fils d'anciens joueurs professionnels. Qui sont-ils? Germain Kluivert. Ah non, Kluivert n'était pas sur la feuille de match. Ah, mince, oui. Ah, si, je sais. Germain, Thuram. Kluivert, Delaye,
Et le quatrième, Thuram. Alors, il y a Thuram, bien vu. Il y a Germain ah bah ouais. pour Alric. Germain Thuram de l'Aille et. Ah putain. Et Kluivert n'y est pas, hein. Il y en a un dernier. Il y en a un dernier. Moi, personnellement, j'adorais ce joueur. Un milieu offensif très très fin techniquement. euh, qui avait son frère aussi dans les années 2000, aussi en championnat de France. Le roi, Leroy, tout à fait. Léo Leroy, On fils est de, là, fils de Bien joué. Jérôme Leroy. mais qui n'est pas Bien rentré en joué. jeu, ouais. Propre. Eh bien, bien joué les gars. Bien joué Alric qui retrouve sa couronne. Bravo à toi Alric, Vas-y. le boss. Messieurs, on va se projeter sur les prochains matchs des deux équipes. Nice se déplacera au stade Gaston Montpied, Gérard Montpied, au stade de Clermont. Hein, c'est plus simple aussi. Dimanche 21 novembre. C'est Gaston Montiel. Voilà, je l'avais. Dimanche 21 novembre, je l'ai noté à 17h. Les gars, comment ça va se passer selon vous pour Nice? Quel match voyez-vous? Quel pronostic pouvez-vous faire sur ce match? Vas-y, Alec. Vas-y, Thibaut. Ah. Alors, bah, moi, je pense que ça va être un match compliqué parce que c'est à Clermont, parce qu'on sort d'un match difficile contre Montpellier. On sait qu'on va se retrouver contre une équipe qui joue, mais qui a besoin de points aussi. Donc, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit ils vont aborder ce match. Mais on va être à Clermont. Clermont, chez eux, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Il nous manquera Dante parce qu'il sera suspendu. Et donc ça, par contre, ça va nous donner une défense centrale non pas inédite, parce qu'on avait déjà vu Daniluc Todibo, mais qui cette année n'a pas eu l'occasion de se montrer. Donc après, j'ai tendance à me dire qu'avec Dolberg qui reste à Nice avec la trêve internationale, peut-être que la défaite va permettre aux gars de se remettre dans de bonnes conditions et de repartir vraiment vers l'avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un match qu'il ne faut pas rater. Parce qu'on peut admettre l'erreur de parcours contre Montpellier, mais perdre contre Clermont, ça ferait vraiment tâche dans notre saison. Donc pronostic, je dirais bien une victoire, allez, ouais, 2-1. Ouais, moi je pense que Galtier a compris que bah voilà, Alexis Claude Maurice il faisait des bonnes rentrées, Camara il a plus forcément sa place. J'attends peut-être de voir Stengs aussi pour essayer de voilà, au moins une rentrée pour le match, mais j'ai envie de voir un peu de jeu et un peu plus de ouais, de réalisme, hein, on va dire ça comme ça, d'efficacité. Donc j'ai tendance à dire qu'on va marquer un but et effectivement on va peut-être en prendre un. Alors mon cœur niçois a envie de dire 2-1, mais il y a moyen qu'on finisse sur un partout, donc on va essayer de dire ça. Julien, je suppose que tu vas être devant ton téléviseur pour ce beau Clermont-Nice. Pourquoi tu rigoles, Julien? C'est une affiche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Non, je compte le regarder. Ouais, ça va non, partir sur un parce résumé. que, voilà, je pense qu'il y aura plus le résumé et qu'il y aura peut-être d'autres affiches je regarderai sur cette journée-là. Attention à cette équipe de Clermont qui en plus, il y a un petit peu d'euphorie devant son public. Voilà, on a l'impression peut-être d'une petite tribune, mais très compacte avec beaucoup d'encouragement et beaucoup de grinta de la part des joueurs. Donc voilà, faudra être concentré, je pense, pour Nice. Et voilà, après, je pense que après la défaite à domicile, ils auront à cœur de reprendre des points, de reprendre les points qu'ils ont perdus. Et voilà, il y aura peut-être quelques changements de la part de Galtier et peut-être qu'il aura la trêve internationale pour remettre les têtes à l'endroit. Donc, allez, pronostic, je vais dire un 2-1 pour Nice. Ok, alors je dois mouiller. Est-ce que vous voulez un pronostic de supporter ou un pronostic objectif? C'est ça. Objectif. Objectif? Bah, les deux pour voir la différence. Eh bien, objectif, on perd 1-0, match piège. On a super froid à Clermont. Là, j'imagine le match fin novembre à Clermont, déjà, ça doit être très très compliqué. Euh, Ça peut être un match piège. Euh, Ça joue à Clermont. Lille est Sous tombé la là-bas neige. récemment, ouais, sous la neige et tout. Non, mais vraiment, ça doit être l'enfer. Même pas sûr qu'il y ait de luminosité sur le terrain. Donc ça va être très très compliqué, ne serait-ce que de voir le ballon.
J'ai honte de dire ça. Non, mais pour le coup, ça peut être clairement un match piège. Donc, comme le dit Bob, de manière familière, si on se sort pas les doigts sur ce match-là, il faut qu'on rentre dans le match directement, grosse entame, qu'on montre qu'on est présent, qu'on montre qu'on a des ambitions et qu'on ne loupe pas notre match, qu'on ne loupe pas notre entame. Après, là, plus pour nos supporters, je veux une victoire sans prendre de but. Il faut qu'on arrête de prendre des buts. Ça fait 4-5 matchs que même en gagnant, on a pris des buts. C'était un peu notre force en début de saison. Il faut qu'on arrive à réembrayer un peu la machine, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc oui, une titularisation de Claude Maurice. Peut-être une titularisation de Dolberg devant aussi, avec peut-être un match aussi sur le banc de Gouiri, parce que j'ai vu qu'il était quelque peu blessé. Également, Melvin Barr, on n'en a pas parlé, mais les deux joueurs sont un peu blessés. Donc ça n'a pas l'air très très grave, mais pour autant, seront-ils opérationnels et à 100% contre Clermont? On ne le saura pas. Peut-être qu'on aura un Kluivert sur 20-30 minutes euh, en fin de match. J'ai envie de croire à une victoire et j'ai envie de croire à un clean sheet, les gars. Voilà. Yes. Mais Très bien. souvenez-vous aussi, juste pour terminer, que l'année dernière, le meilleur match qu'on fait de la saison, pour moi, c'est le match contre Marseille où on gagne 3-0. La charnière, c'était Todibo Daniluk. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Dans une équipe dégueulasse. Dans une équipe dégueulasse. Avec Morgan Schneiderlin, capitaine. Toujours à Nice, lui, d'ailleurs, il paraît. Et dans une saison où tu perds 2 fois contre le Real de Dijon qui finit en deuxième division. Je suis en train de te parler d'un match qu'on a gagné 3-0 à domicile contre Marseille et tu me rappelles qu'on a perdu 2 fois contre Dijon qui ont fait le tiers de leurs points contre Non, mais c'est Marseille. pour rappeler vraiment Ils ont marqué le contre nous, marasme ces dans lequel enfoirés. on se trouvait. Putain. Bon. Rennes-Montpellier, ça c'est une 3 affiche. victoires de 2 contre Nice, c'est incroyable. 3 victoires de Dijon, 2 contre Nice. Je m'en remettrai pas. Ouais, c'est Bon, fou. Mais on a l'avantage toujours eu c'est... le don pour relancer des équipes de merde. Excusez-moi, non, Dijon n'est pas une équipe de merde. Le Gazélec d'Ajaccio qui monte en Ligue 1, qui n'a pas gagné un match en 15 matchs, on va chez eux, ils nous mettent 3-0, les gars. C'est quoi ce délire? Tu vois, alors qu'on est à l'époque, on défonce tout, quoi. Et ça, vraiment, Tim, tu me la sors à chaque fois. Mais je sais, Le je Gazélec sais, d'Ajaccio, ça t'a ça me marqué. fend, ça. Mais ouais. En même temps, Attends, c'était avec l'équipe de Ben Arfa et tout. On pouvait leur mettre 8-0 et on perd C'est 3-0 ça. là-bas. Franchement, c'est 3-1 même, C'est je crois. fou, Mais, ça. C'est fou. ah, c'était la période Ben Arfa, je pensais que c'était plus loin que ça, le Gazélec. Ah oui, oui. Non, non, Et non, bien non, sûr. ouais. Et bien sûr, je crois qu'ils ont 8 défaites d'affilée ou un truc comme ça et ils gagnent le rematch contre nous. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et puis nous, on faisait que gagner. Et puis ils nous en mettent, ouais, je me rappelle, le premier but au bout de quelques minutes, là, pouf, là-bas, une grosse frappe en face. Enfin bref. Bon, voilà, c'est comme ça. Pour finir sur Clermont-Nice, il y a Skito qui nous dit attention à Bayo avec la salade niçoise, c'est pas très bon. Voilà, on prend pas. Moi, j'apprécie c'est recherché. Rennes-Montpellier, ça c'est une bonne affiche qui sent bon la Conférence League, Julien. Ah, j'espère, je t'avoue que cette année, j'ai pas trop d'ambition européenne parce qu'on est vraiment sur une saison de reconstruction, probablement une saison de transition même, avec voilà, Ah, la transition, ça faisait longtemps. 4 titulaires qui ont changé cette année. Donc voilà, on va voir. On a pris des points, c'était important parce que voilà, il fallait prendre des points sur ce début de saison. On les a pris. Rennes, c'est un peu du bonus. Voilà. Il y a une belle équipe, il y a de très bons joueurs. Donc voilà, je vais faire un petit pronostic prudent à un partout. Ah bah ce serait je pense un bon résultat pour Montpellier, d'aller choper le nul à l'heure actuelle à Rennes, Julien. Ouais, parce que Rennes, entre J'ai pas Paris et précisé là, si Lyon. c'était- Hmm. j'ai pas précisé si c'était le pronostic objectif. Yes. Bien vu, ça. C'est le pronostic du cœur. Ok. Bon. Team par rapport à Rennes-Montpellier. Il faudrait pas Ouais. perdre sur la vue de la bande, par contre. Ah Il faudrait pas oui. perdre sur la vue de la Ouais, bande. ouais, Ce serait là. dommage. Mais non, bah, Rennes reste sur. Bah, moi, voilà, je rappelle contre Paris, leur victoire. Et là, contre Lyon, ils se régalent. Bah ouais, ils sont dans une bonne dynamique. Après, ça peut être comme nous contre Montpellier, entre guillemets, au sens où bah, ouais, Montpellier, ils ont toutes leurs cartes à jouer aussi. Et pourquoi pas tirer leur épingle du jeu. Donc, ça peut être un match intéressant à regarder du coup, parce que
pour moi, tout peut arriver du coup. Tu vois, c'est pas annoncé que Rennes batte Montpellier. Alric? Un peu comme team, c'est pas annoncé que Rennes batte Montpellier. Par contre, Rennes reste quand même sur une très très grosse victoire contre Lyon. Et ça, je pense que en termes d'ambition, en termes de cohésion de groupe, ça leur faire beaucoup de bien. Surtout qu'ils ont des jeunes joueurs qui ont quand même fait un sacré match. Enfin, tout que faire, il rentre, il claque deux buts, le mec, il est en ultra confiance, quoi. Donc, c'est pas gagné pour Rennes face à Montpellier, mais on va dire que la logique et la tendance tendraient vers une victoire de Rennes, surtout si en plus c'est à domicile. Malheureusement, désolé Julien, mais je vois plutôt une victoire de Rennes, ouais, Ils sont peut-être favoris, 1 ou bien sûr. 2-0. Oui, ils Euh, sont favoris. Julien, voilà, j'ai beaucoup apprécié passer cette émission avec toi. J'apprécie beaucoup Montpellier, hein, mais sur ce match-là, objectivement, je pense que ça va faire 3-1 pour Rennes. Parce qu'ils ont vraiment le vent en poupe, comme on dit. Ils sont sur une très bonne dynamique. En Europe, je crois qu'ils sont aussi premiers de leur groupe. Donc, le 1-1 est osé, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On a vu que Dalloglio savait aussi C'est une bonne s'adapter, cote hein. à parier. Ce serait une bonne cote à parier le match nul, 1-1. Ouais, c'est vrai. Mais, T'as entendu, Tim? T'as entendu le conseil, Ouais, Tim, hein. ouais, Faut, faut, ouais. faut Entre lâcher, le 1 faut et lâcher 2. le billet sur le un partout, attention, Tim, hein. Je vois pas énormément de buts sur ce match. Tu vois, j'insiste devant parier Paris sur moins de Sportif. 2 buts et demi dans le Attention. match, ça me paraît pas mal. Partout, la borde de Savanier. Ah, la board, c'est peut-être écrit qui va marquer. Les gars, on va clôturer cette émission. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce petit moment avec vous et également avec les personnes présentes sur le chat. Plaisir. On se retrouvera donc pour le match débrief, enfin l'émission plutôt débrief du match de Clermont qui aura donc qui ne la programmation des prochaines émissions sera quelque peu différente. Ça va être difficile de faire les lundis soirs. Donc, je vous informerai de tout ça sur Twitter naturellement. Il y aura naturellement une émission débrief d'une victoire du gym. Merci à Alric d'être revenu, d'avoir laminé tout le monde au quiz. On peut le dire. Merci à toi. C'était un plaisir de revenir. Tim, qu'est-ce que tu as pensé de cette première expérience Bah écoute, je me suis fait chier. Non, c'était super. Non, c'est chouette de pouvoir partager et puis d'avoir des avis un petit peu aussi objectifs et divers parce que c'est vrai que parler entre niçois, c'est toujours agréable et facile, mais c'est vrai que d'avoir aussi un peu le point de vue de l'adversaire, entre guillemets, hein, donc Julien en l'occurrence, c'est toujours chouette de pouvoir en débattre. Donc, non, une première très belle expérience et avec grand plaisir pour une prochaine fois. Julien, donc merci à toi d'avoir participé à cette émission. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Ouais, c'était vraiment très sympa d'avoir passé ce petit moment à échanger. Enfin, ce petit moment. C'était pas si petit que ça, c'était quand même 1 heure et demie, donc 1 heure et demie d'échange. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, une très bonne saison au MHSC. Vous aussi. Et puis donc là, il va y avoir une trêve internationale de 15 jours. On va être tous devant la télé pour cet alléchant France-Kazakhstan, bien sûr, à ne surtout pas rater. Les personnes présentes sur le chat, donc Romain, Christophe, Alex, Bob, etc. Toutes les personnes de la communauté OGC Nice et de Montpellier également. Très bonne soirée à vous aussi. Un bon week-end prolongé pour celles et ceux qui ne travaillent pas également. Et puis on se retrouve très vite sur Twitch pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne soirée les gars, des bisous et puis à très bientôt. Ouais, bonne soirée à tous. Merci encore, Pancho. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Ciao Et à ciao. tous et à tout le monde.